Alors, pour le cours de cette semaine, enfin lundi 24 mai, mais donc de cette semaine, nous allons terminer donc le chapitre sur l'oxydoréduction en solution aqueuse et donc terminer la partie concernant le diagramme potentiel pH. Alors, le diagramme potentiel pH, c'est un diagramme avec en ordonnée donc le potentiel en volts de la solution aqueuse à l'équilibre, donc d'une électrode plongée dedans, le potentiel de tous les couples redox présents à l'équilibre dans cette solution, et en abscisse donc le pH de la solution aqueuse. L'intérêt de ce diagramme, c'est de visualiser effectivement les domaines donc de stabilité thermodynamique des espèces présentes en solution aqueuse. Alors on avait commencé bien sûr par le diagramme potentiel pH donc, du solvant, le seul solvant qui est à votre programme cette année, donc l'eau. On a vu qu'il était constitué de 3 domaines. Le domaine donc évidemment de H2O, donc le solvant. Au-dessus, donc le domaine de O2 gazeux, qui est l'oxydant donc, de H2O dans le couple O2H2O, et le domaine tout en bas de H2 gazeux, qui est le réducteur donc de H2O dans le couple H plus H2, où H joue le rôle du solvant. Alors on a vu que dans le diagramme potentiel pH donc de l'eau, le solvant, il y avait donc 3 domaines, trois domaines qui caractérisent des domaines de prédominance, des domaines de stabilité donc des espèces. On dit que le domaine de stabilité thermodynamique donc du solvant H2O, il est compris entre les deux frontières de pente, moins 0,06 volts. Alors nous allons maintenant bien sûr aborder le diagramme potentiel pH d'autres espèces, en particulier d'éléments chimiques. Alors on va commencer par l'élément chimique zinc, Zn. Alors pourquoi? Parce que l'avantage c'est que le diagramme potentiel pH, il est pas trop compliqué. On vous demandera uniquement donc de tracer, d'établir des diagrammes potentiel pH pas trop compliqués. Lorsque les diagrammes potentiel pH deviennent beaucoup plus compliqués, effectivement, là, on vous les fournira et on vous demandera de travailler dessus. Alors bien sûr, on va l'établir ensemble, on va expliquer, mais le diagramme potentiel pH donc de l'élément chimique zinc, il ressemble à ça. Donc vous retrouvez donc le potentiel en volts en ordonnée, le pH en abscisse, et là on constate qu'il y a donc 1, 2, 3 et un quatrième domaine très très fin, puisqu'on va rarement au-delà des pH de l'ordre de 14 évidemment. Donc on retrouve l'élément chimique sous sa forme solide métallique Zn solide, tout en bas ici. Donc ça, ce sera le domaine d'existence du zinc solide. On va l'établir et expliquer pourquoi il est là. Au-dessus, donc il y a une première frontière qui le sépare avec le Zn2+, donc le zinc sous forme de cation métallique Zn2+. Là, il y a une frontière verticale, le ZnOH2 solide, donc un précipité, et puis un complexe ZnOH4 dans un tout petit domaine, là, très fin, autour de pH 14, on pourra justifier. Donc là, vous avez une idée du diagramme potentiel pH, donc d'un élément chimique, par exemple ici le zinc. Alors, on expliquera aussi, vous allez voir, en pointillé, on vous a remis donc les frontières du diagramme potentiel pH du solvant H2O, et on verra à quoi ça sert concrètement. Évidemment, c'est important. Ensuite, on ne va pas l'établir, mais on pourra donc l'analyser et voir comment l'étudier. Donc le diagramme potentiel pH de l'élément chimique cuivre. Donc vous voyez, là, il est déjà un petit peu plus compliqué. Il y a des frontières qui sont de pente positive. Voilà, donc ça, on ne va pas vous demander de l'établir vous-même, de le tracer vous-même. Ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. On vous le donnera et on verra sous forme d'exercice, notamment durant la séance de télé, comment on peut l'exploiter. Et dans le cours, on observera, on analysera aussi le diagramme potentiel pH du fer. Évidemment, ça joue un rôle important. L'élément chimique fer, il est très important dans notre vie quotidienne. Et là, c'est pareil, vous voyez, le diagramme potentiel pH du fer, donc il est assez compliqué. Il y a pas mal de domaines, il y a beaucoup de frontières. Donc on ne va pas vous demander de l'établir comme ça de but en blanc. Par contre, on pourra vous le fournir et vous demander donc de le compléter ou de l'utiliser pour répondre à des questions. Alors, nous, on va, conformément donc à l'esprit de votre programme, fabriquer, construire de toutes pièces un diagramme potentiel pH pas trop compliqué, donc celui d'éléments chimiques zinc. Alors en solution aqueuse, on considère donc que le zinc, Zn, il va exister donc sous 4 formes. Donc en solution aqueuse, alors en pratique c'est un peu plus que ça évidemment, mais à votre niveau, on va considérer que donc il existe 4 espèces, donc contenant l'élément chimique zinc en solution aqueuse. Alors bien sûr, le zinc solide, sous la forme métallique, le zinc qu'il y a dans les plaques de zinc pour faire les gouttières, pour faire tout ce qui est zinguerie. Donc le nombre d'oxydation, c'est 0. Alors ensuite, le zinc sous la forme cation métallique Zn2+, nombre d'oxydation plus 2. Le zinc dans le solide, dans le précipité, on appelle ça un oxyde, ZnOH2 solide.
Là, on pourrait vérifier que le nombre d'oxydation du Zn, c'est aussi plus 2, puisque l'oxygène, c'est moins 2 et l'hydrogène H, c'est plus 1, sauf exception, mais ce n'est pas le cas ici. Et enfin, le zinc dans le complexe, on a mis des crochets, ZnOH4 de moins, donc Zn de plus, c'est le cation métallique central. Et là, il y a 4 ligands OH- qui se greffent autour pour former un complexe, donc une espèce soluble, de moins, la charge totale. Et là, c'est pareil, le Zn, il aurait plus 2, puisque l'oxygène est à moins 2, l'hydrogène H est à plus 1, et ce n'est pas un cas particulier. Donc, en résumé, on constate donc que l'élément chimique zinc en solution aqueuse, on va pouvoir l'observer avec deux nombres d'oxydation différents, 0 ou plus 2. Donc on dresse ce qu'on appelle un prédiagramme, avec en ordonnée le nombre d'oxydation de l'élément chimique zinc et en abscisse le pH. Et là, on représente les strates. Donc une strate, c'est une couche qui correspond à un nombre d'oxydation. Là, il n'y en a que deux, donc on met bien sûr le plus bas et le plus haut au-dessus. Dans un diagramme potentiel pH, c'est tout à fait général. Plus on monte dans le diagramme potentiel pH, plus le nombre d'oxydation augmente. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, plus 2 sera au-dessus et 0 sera en dessous. À 0, il y a une seule espèce, Zn solide. Donc pas de problème, le Zn solide, il sera donc tout en bas dans le diagramme potentiel pH. C'est évidemment conforme à ce qu'on a pu observer. On voit bien que le Zn solide, il est bien tout en bas dans le diagramme potentiel pH. Concernant les autres espèces, donc il y en a 3 autres, mais elles ont toutes le même nombre d'oxydation. Donc elles vont appartenir à la même couche, à la même strate dans le diagramme potentiel pH. Mais évidemment, elles vont être séparées par des frontières. Alors lorsque vous avez deux espèces différentes dans un diagramme potentiel pH, mais ayant le même nombre d'oxydation, donc ici plus 2 pour le zinc, elles sont séparées par ce qu'on appelle des frontières verticales. Donc dans un diagramme potentiel pH, les frontières verticales, là vous en avez une, là vous en avez une deuxième, les frontières verticales séparent des espèces ayant le même nombre d'oxydation. Par exemple, entre Zn2+, et ZnOH2 solide, il y a une frontière verticale. Ça veut dire que les deux espèces ont le même nombre d'oxydation. Ce n'est donc pas un couple redox. Zn2+, ce n'est pas l'oxydant, ZnOH2 son réducteur, ou réciproquement, pas du tout. Ce sont deux espèces ayant le même nombre d'oxydation. Donc ce n'est pas un couple redox. C'est un couple acide-base. Voilà. Donc quand vous avez deux espèces ayant le même nombre d'oxydation dans un diagramme potentiel pH, exemple ici Zn2+, et ZnOH2 fois, c'est un couple acido-basique, c'est un couple acide-base. Alors ensuite, pour savoir quel est l'acide, quelle est la base, il faut essayer d'écrire une réaction où une des espèces va libérer les protons. Alors en effet, ici, c'est assez simple, on voit que Zn2+, plus 2H2O, donc réagissant avec le solvant, donne ZnOH2 plus 2H+. Donc c'est bien Zn2+, qui en réagissant avec le solvant, libère les protons. Donc on a bien une réaction d'acidité, plus 2 nombre d'oxydation, plus 2 nombre d'oxydation, acide, base. Donc il y a une frontière verticale qui dépend absolument pas donc du potentiel. Le potentiel en volt, il ne va pas changer quand on passe d'une espèce à l'autre, puisque ce n'est pas un couple oxydoréducteur, il n'y a pas d'échange d'électrons entre les deux espèces. Il y a simplement échange de protons, donc c'est le pH qui va changer. Okay, et de la même façon, entre ZnOH2 et ZnOH4 de moins, le complexe, même chose, on fait réagir H2O, et on voit que c'est ZnOH2 qui libère les protons H+, donc acide, base, acidité. Alors une fois que vous avez déterminé quel est l'acide, quelle est la base, c'est pas compliqué, puisque sur une échelle de pH, l'acide il est toujours à gauche, et la base elle est à droite de la frontière. Donc on retrouve ce qu'on avait appelé des diagrammes de prédominance ou d'existence entre une espèce acide-base. Donc il y aura une frontière verticale avec Zn2+ à gauche, ZnOH2 solide à droite. Puisque Zn2+ est un ion, on appellera ça un domaine de prédominance, et puisque ZnOH2 est un solide, on appellera ça son domaine d'existence. C'est-à-dire que, conventionnellement, par convention, dans un diagramme potentiel pH, comme dans tous les diagrammes qu'on a vus depuis le début du semestre ensemble, un solide est caractérisé par un domaine d'existence. Ça veut dire qu'il est emprisonné entre les deux frontières. Au-delà de ces frontières, ce solide n'existe pas. Pile poil sur la frontière, on commence tout juste à l'observer. Donc ici, c'est le premier cristal, le premier grain, et ici, c'est le dernier grain. Et évidemment, de l'autre côté, on a le complexe, diagramme de prédominance, c'est un ion, c'est une espèce soluble. Donc deux frontières verticales. Alors maintenant, il faut trouver, bien sûr, pH1 et pH2, les pH correspondant à ces frontières. Donc là, on va refaire des choses qu'on a vues dans les chapitres précédents. On va vous donner le Ks, évidemment, le produit de solubilité du précipité, du solide, et on va vous donner le β4, donc la constante de formation du complexe. Donc je vous donne les valeurs qui sont tabulées. On écrit la réaction de solubilité du précipité, c'est-à-dire quand il se dissout en libérant les protons directement. On écrit le Ks. Et là, évidemment, on est confronté à un petit dilemme. On va se placer où?
Alors évidemment, le KS, on va se placer à un endroit où on a le droit de l'utiliser, donc à un endroit où la réaction chimique de solubilité, où l'équilibre entre ZnOH2 solide et Zn2+, et OH- existe, où les trois espèces coexistent à l'équilibre. Et on va se placer stratégiquement sur la frontière. Car sur la frontière, on observe la formation du premier cristal de solide, donc la concentration de Zn2+, est encore maximale, totale. Donc là, on va choisir ce qu'on appelle une concentration de travail. Alors c'est souvent indiqué dans les exercices, dans les sujets, où ça a été choisi pour réaliser l'expérience. J'ai pris ici 10-3 mol par litre, mais dans un exercice, ça pourrait être 1 mol par litre ou 10-2 mol par litre. Donc on choisit une concentration de travail, c'est-à-dire une concentration maximale en Zn dissous. C'est donc la concentration maximale en Zn2+, durant l'expérience. Ça ne pourra pas être plus que ça. Donc sur la frontière d'existence de ZnOH2 solide, donc ici, eh bien, on a encore, pour la dernière fois, si vous voulez, la concentration de travail de Zn2+. J'ai pris 10-3 mol par litre. Ok. Puisque je connais le KS, puisque j'ai choisi la concentration de travail de Zn2+, j'en déduis la concentration d'H-, donc la concentration de H+, avec le produit unique de l'eau, donc le pH. Cette frontière verticale est donc pour un pH de 6,9. Alors sur le document qui est fourni, voilà, bon, c'est peut-être pas pile poil à l'échelle, mais on est légèrement en dessous de 7, donc voilà cette frontière. Frontière verticale avec à gauche l'acide du couple, Zn2+, à droite la base du couple, ZnOH2 solide. Les deux espèces ont un même nombre d'oxydations pour l'élément chimique Zn, plus 2 à gauche et à droite. Ce n'est pas un couple redox. Donc cette frontière ne dépend pas du tout, est observée à un pH et c'est une frontière verticale. Pour l'autre frontière, on utilise la donnée, donc le bêta 4. Donc là, on écrit la formation globale du complexe, Zn2+, plus 4H-. On écrit donc la constante globale de formation de bêta 4 qui a été donnée. Et on se place à la frontière d'existence de ZnOH 2 fois. Alors à la frontière d'existence de ZnOH 2 fois, mais la frontière numéro 2, autrement dit la frontière qui est ici, bien là c'est le dernier cristal de solide qui est en train de disparaître. Donc le ZnOH2 solide il existe encore, mais pour la dernière fois, on a encore le droit de l'utiliser. Donc on a encore le droit d'utiliser l'équilibre de solubilité. Donc on a encore cette égalité qui est vraie, que j'ai introduit dans l'expression du bêta 4. J'ai donc remplacé concentration de Zn2+, fois concentration d'H- au carré par le KS. J'ai le droit parce que je me place sur la frontière d'existence où il y a encore du solide. Et pour la concentration du complexe, je prends la concentration de travail. Pourquoi? Parce que c'est le dernier cristal de solide qui disparaît. Le Zn2+, ça fait bien longtemps qu'il n'y en a plus. Donc, tout l'élément chimique Zn, il va se retrouver sous la forme du complexe. Donc, si vous voulez, un Zn2+, tout à l'heure donne un complexe Zn. Donc, j'ai la concentration de travail de 10-3 mol par litre pour le complexe quand je vais me mettre sur cette frontière. J'en déduis donc la concentration d'H-, donc de H+, donc le pH. Et en effet, on trouve 13,5. Donc, c'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça que le domaine de prédominance du complexe, il va être très très fin, puisque voilà, on ne dépasse pas pH égale 14 en pratique, ou très rarement en solution aqueuse, donc on a un tout petit domaine. Donc ça ne jouera pas un rôle très très important ce complexe. Alors une petite remarque quand même, la concentration en Zn2+, on peut quand même la calculer sur la frontière numéro 2, puisque une fois qu'on a le pH, on peut revenir au KS. On peut revenir au KS qui est connu. On a donc le pH, donc la concentration en H-, donc la concentration en Zn2+. En effet, sur cette frontière, on peut la calculer, on est à 6,32, 10-17 mol par litre. Donc évidemment, Zn2+, n'a pas rigoureusement disparu, mathématiquement parlant, ce n'est pas possible, il y en a toujours. Zn2+, on a un domaine de prédominance, donc pour un pH plus petit que 6,9, mais au-dessus de pH 6,9, il y en a encore du Zn2+. C'est pas un domaine d'existence de Zn2+, mais on voit que c'est ultra minoritaire, donc on a bien fait évidemment de négliger cette concentration. Voilà, donc on y voit un petit peu plus clair maintenant. Donc on a un prédiagramme un peu plus élaboré. Donc on a toujours en ordonnée le nombre d'oxydation du zinc, donc plus 2, 0. On a toujours Zn solide tout seul en dessous. Et là on arrive effectivement avec les trois espèces à base de zinc de nombre d'oxydation plus 2, Zn2+, ZnOH2, ZnOH4 de moins, et les pH 6,9, 13,5. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer l'équation de ce qu'on appelle les frontières redox. Alors une frontière redox sur un diagramme potentiel pH, c'est une frontière entre un oxydant et un réducteur, par exemple entre O2 et H2O ou entre H+, et H2 comme on a fait la dernière fois. Et là on constate qu'il y a trois frontières redox, donc on va pouvoir caractériser, définir, étudier trois couples redox différents.
Donc Zn2 plus Zn, le premier, ZnOH2, Zn, le deuxième, ZnOH4 moins Zn, le troisième. Avec à chaque fois, bien sûr, plus 2, 0, plus 2, 0, plus 2, 0. Donc il y a 3 couples redox, 3 frontières redox à déterminer. En effet, sur le diagramme, on voit bien qu'il y a une frontière entre Zn2 plus Zn, on expliquera pourquoi elle est horizontale, une frontière entre ZnOH2, Zn, donc celle-là, elle est inclinée avec une pente négative, et le tout petit chouïa, la toute petite frontière ici, entre ZnOH4 moins Zn, bon, avec une pente un peu différente, on verra. Donc il faut déterminer donc ces 3 pentes, ces 3 frontières. Donc là, on prend les couples redox dans l'ordre. Donc pour un pH inférieur à 6,9, on est entre Zn2 plus Zn. On écrit la demi-équation redox. On utilise évidemment, pour trouver l'équation de cette frontière, la relation de Nernst. La relation de Nernst, donc, c'est la théorie qui vous permet de relier le potentiel d'équilibre de la solution aqueuse, donc d'une électrode plongée dans la solution, donc du couple redox qui nous intéresse, Zn2 plus Zn. Donc c'est la frontière entre Zn2 plus et Zn, car sur cette frontière, eh bien, on a l'équilibre, c'est-à-dire que Zn2 plus et Zn peuvent coexister, peuvent être observés tous les deux à l'équilibre. Et l'équilibre entre Zn2 plus et les Zn, il est défini par la théorie de la relation de Nernst. Donc c'est le E0 du couple Zn2 plus Zn qui lui est tabulé, vous sera fourni. Alors j'ai dû le mettre ici, voilà, c'est moins 0,76 volts, ça on l'avait déjà vu je crois. Plus 0,06 sur 2, il y a 2 électrons. Log de l'activité de Zn2+, c'est sa concentration. Et l'activité de Zn solide, c'est 1, puisque c'est un solide. Donc c'est 0, c'est une mole par litre, c'est la concentration standard. Voilà. Et là, donc, vous avez une équation qui relie, qui vous fournit donc, le potentiel de la solution aqueuse à l'équilibre. Donc lorsqu'il y a équilibre entre Zn2+, et Zn solide. En dehors de cette frontière, il n'y a plus équilibre. Donc on a soit le domaine de prédominance de Zn2+, donc pas de solide, Zn, soit le domaine d'existence de Zn solide, et à ce moment-là, Zn2+, existe toujours, on l'a vu, mais sera effectivement minoritaire. Alors, la convention de frontière, sur la frontière d'existence de Zn solide, on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec la frontière d'existence de ZnOH2 solide, la concentration en Zn2+, c'est la concentration de travail. Pourquoi ? Parce que quand on est pile poil sur la frontière entre Zn2+, et Zn, donc ici, là, on considère que le Zn solide, on commence tout juste à le former, un tout petit grain. Donc la concentration en Zn2+, c'est la concentration de travail, et encore la totalité, la concentration maximale en Zn2+. Donc on prend 10,3 mol par litre, et là vous avez compris, vous en déduisez le potentiel. Vous allez trouver moins 0,85 volts. Et on constate que c'est indépendant du pH. Il n'y a pas d'ion H+, qui intervenait dans la relation de Nernst, dans la demi-équation redox. Donc c'est indépendant du pH, on appelle ça une frontière horizontale. Donc c'est quand même une frontière redox entre un oxydant et un réducteur. Mais elle est indépendante du pH. Donc moins 0,85 volts, voilà, c'est cohérent, c'est à peu près ici, elle est horizontale. Et évidemment, au-dessus, c'est l'oxydant, et en dessous, c'est le réducteur du couple, toujours. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. Et on va étudier la deuxième frontière, donc entre ZnOH2 solide et Zn solide, donc un pH compris entre 6,9 et 13,5. Pourquoi ? Parce que pour un pH plus petit que 6,9, le solide, il n'existe pas. Pour un pH plus grand que 13,5, le solide ZnOH2, il n'existe pas. Donc on s'intéresse uniquement à la frontière entre les deux espèces quand au moins une des deux espèces peut exister, donc ZnOH2 solide. On écrit la demi-équation redox, donc l'oxydant, plus 2 pour le nombre d'oxydation du Zn, 0 pour le Zn, donc le réducteur. Le nombre d'électrons, alors là on a besoin évidemment d'H2O et de H+, donc on se doute que ça va dépendre du pH. On utilise la relation de Nernst, donc la théorie, pour avoir donc la frontière entre les deux espèces, donc pour avoir le domaine, donc la droite sur laquelle on peut observer l'équilibre entre toutes ces espèces. Donc le 0 du couple qui n'est pas donné, mais on verra comment s'en sortir. 0,06 sur 2, il y a bien 2 électrons. On a bien H+ au carré. Par contre, l'activité d'un solide, c'est 1, donc 1, 1. Et H2O, c'est 1, c'est le solvant. Donc là, on obtient, puisque le pH, c'est moins 0,06 log de H+, une frontière, une droite qui dépend du pH. Donc on a une frontière affine de pente moins 0,06 volts. Tiens, comme les deux pentes entre O2H2O et H2O, H2. Donc entre ZnOH2 et Zn, en effet, regardez, on a bien une frontière, une pente négative de pente moins 0,06 volts, puisque en ordonnée c'est des volts, et en abscisse ça n'a pas d'unité, c'est le pH. Au-dessus de la frontière, c'est l'oxydant, c'est ZnOH2, en dessous de la frontière, c'est Zn. Alors évidemment, pour l'équation de cette frontière, il nous manque quelque chose, il nous manque le E0 du couple. Alors soit on vous le donne, soit on ne vous l'a pas donné. Alors pour le déterminer, c'est très simple, on utilise la continuité du potentiel.
Voilà, le potentiel en volt, il n'y a aucune raison qu'il soit discontinu dans la solution aqueuse, donc pile poil à pH égale 6,9, il est continu. Ça veut dire que le point de liaison ici, là, le point de liaison, l'espèce de point triple avec la frontière verticale et les deux frontières redox, forcément il y a continuité à cet endroit-là. Donc on se place au pH, 6,9, et on écrit qu'il y a égalité entre les deux frontières qu'on a déterminées, donc moins 0,85, et on en déduit donc le 0 de ce couple. On trouve moins 0,44 volts, et on a l'équation complète de la frontière, donc avec son ordonnée à l'origine, et puis la pente en fonction du pH. Et enfin, pour la dernière frontière, toute petite en pratique, puisqu'on va rarement au-delà des pH de l'ordre de 14, entre le complexe ZnOH4 et Zn solide. Donc c'est le tout petit chouïa de frontière, le tout petit bout qui est ici. Alors même chose, on écrit la demi-équation redox, l'oxydant, le réducteur, plus 2, 0 pour les non-oxydation, pH plus grand que 13,5, la relation de Nernst. On se place pile poil sur la frontière entre ZnOH4 et Zn solide. C'est une frontière d'existence puisqu'il y a un solide, c'est Zn solide. Donc sur la frontière d'existence, le solide, il commence tout juste à apparaître. Donc la concentration de l'espèce dissoute, ici du complexe de l'ion, c'est ses travails. Donc l'espèce zinc dissoute, elle a toute la concentration maximale en espèce zinc dissoute qu'on avait choisie pour réaliser l'expérience. On en déduit donc l'équation de la frontière, donc de la droite, avec une pente à moins 0,12 volts. Donc en effet, la pente en valeur absolue, elle est 2 fois plus forte. Elle est différente par rapport à tout à l'heure. Même chose, on ne connaît pas le 0 du couple qui est ici, donc on utilise la continuité de la frontière, donc du potentiel à cet endroit-là, donc pour un pH égal à 13,5. Ce qui nous donne évidemment le potentiel normal, le 0, le potentiel standard du couple ZnOH4-Zn, 0,46 volts. Et on a donc l'équation de la frontière. Et voilà. Alors bien sûr, vous l'avez en tout beau sur le document, mais ça y est, on peut la tracer. Vous avez le diagramme définitif potentiel pH de l'élément chimique zinc en solution aqueuse. Alors j'ai exagéré la taille du domaine du complexe pour y voir quelque chose, mais on a vu qu'en pratique, on dépassait rarement des pH de 14. Donc vous avez un domaine d'existence pour Zn solide tout en bas, nombre d'oxydation 0, un domaine de prédominance pour Zn2+, qui est un ion, au-dessus, et qui est l'oxydant, un domaine d'existence de ZnOH2 solide, qui est aussi l'oxydant, en haut, et un domaine de prédominance du complexe ZnOH4-, qui est un ion qui est dissous. Alors bien sûr, les données numériques, c'est-à-dire 6,9, 13,5, moins 0,85 volts, ça dépend évidemment de la valeur de ces travails. Si vous prenez ces travails égale 1 mol par litre, vous allez avoir la même allure pour le diagramme, mais vous aurez des valeurs différentes pour le pH 1, pour le pH 2 et pour le potentiel qui est ici. On est bien d'accord. Donc l'allure globale générale d'un diagramme potentiel pH ne dépend pas de ces travails, mais les valeurs précises des frontières dépendent de ces travails. Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'important. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour pouvoir faire des prévisions. Alors maintenant, le zinc solide et ses espèces, comment elles vont se comporter dans l'eau ? Eh bien, l'intérêt d'un diagramme potentiel pH, c'est de pouvoir faire des prévisions. Donc, on va superposer le diagramme potentiel pH du zinc que l'on vient d'établir à celui de l'eau. Donc, vous retrouvez les frontières de pente moins 0,06 volts, donc parallèles à celle-ci, pour O2H2O et H2OH2, avec 1,23 volts pour l'ordonnée à l'origine et 0 volts ici. Donc on superpose les deux. Alors j'ai assuré un petit peu le domaine de l'eau. Et une fois qu'on a superposé les deux, on peut faire des commentaires, des analyses. Alors bien sûr d'ordre plutôt qualitatif, puisque là on fait de la thermodynamique, on fait de la théorie. Après en pratique, il y a toujours des soucis de cinétique, c'est-à-dire de vitesse des phénomènes, des blocages. Bon, mais en tout cas les prévisions thermodynamiques que l'on peut faire, c'est très simple. Sur un diagramme potentiel pH, vous avez le potentiel en volts. Est-ce qu'on peut observer le zinc métallique solide coexistant avec H2O, avec le solvant, donc à l'équilibre? C'est-à-dire que si je mets du zinc solide dans l'eau, est-ce qu'il va pouvoir coexister avec le solvant sans réaction, donc thermodynamiquement stable, sans qu'il y ait réaction? On voit que non, parce que les deux domaines, donc du Zn solide et de H2O, ne sont pas communs, ne sont pas superposés. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun point sur le diagramme, donc aucun couple de valeurs avec le potentiel en volts et le pH permettant d'avoir le Zn solide et le H2O ensemble dans le même domaine, donc stable, à l'équilibre avec le même potentiel et le même pH.
Donc l'équilibre, unicité du potentiel, ça veut dire un potentiel unique pour tous les couples redox présents dans la solution aqueuse. Et on voit que ce n'est pas possible avec Zn solide. Donc lorsque vous avez des domaines, on dit qu'ils sont disjoints, qu'ils sont séparés sur un diagramme potentiel pH, ça veut dire que ces deux espèces ne peuvent pas coexister à l'équilibre, ne pourront jamais être à l'équilibre thermodynamiquement ensemble. Alors par contre, c'est vrai que si vous faites l'expérience, si vous mettez un morceau de zinc dans l'eau, si vous le regardez, il ne va pas disparaître en une minute, on est bien d'accord. Il va peut-être se dégrader, ça va prendre certainement plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'il y a des soucis de cinétique, enfin, voilà, il y a aussi un phénomène de passivation dont on parlera aussi après. Mais en tout cas, d'un point de vue purement théorique, purement thermodynamique, quand on vous demande de faire une analyse, le Zn solide, il n'est pas stable dans l'eau. Alors par contre, les autres espèces, Zn2+, on dira qu'il peut être stable dans l'eau, ZnOH2 aussi et ZnOH4- aussi. Alors pourquoi? Parce que les domaines de Zn2+, et de H2O se superposent. Alors pas en totalité évidemment, mais ça veut dire qu'il existe des couples de valeurs pour le potentiel en volts et le pH, par exemple là où il y a la petite main là. Ici, vous avez donc un potentiel en volts et un pH pour lequel Zn2+, et H2O sont au même endroit, donc sont à l'équilibre tous les deux, peuvent coexister. Donc le Zn2+, en solution aqueuse, il pourra rester thermodynamiquement à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne va pas réagir, ils vont rester éternellement, en théorie, sans réagir l'un avec l'autre. Même chose pour ZnOH2, même chose pour ZnOH4 de bain. Ok, donc on dira que deux espèces sont thermodynamiquement stables ensemble, peuvent coexister thermodynamiquement à l'équilibre ensemble, si leurs domaines de prédominance ou d'existence ont des domaines superposés, ont des domaines joints. C'est le cas entre Zn2+, et H2O. Alors, de la même façon, on constate que Zn solide dans l'air, donc en présence de O2 gazeux, c'est pareil, le O2 gazeux il est tout là-haut, le Zn solide il est tout en bas, ils ne pourront jamais coexister à l'équilibre thermodynamiquement. Donc si vous mettez un morceau de zinc dans l'air, donc en présence de O2 gazeux, normalement il devrait se dégrader, pas forcément disparaître, mais se transformer, se dégrader. Alors évidemment, ça ne va pas prendre non plus quelques secondes, ça peut prendre plusieurs années, il y a des problèmes de cinétique, mais thermodynamiquement, voilà la prévision que l'on peut faire. On dira donc que les domaines de stabilité de Zn solide et H2O sont séparés, donc Zn solide et H2O liquide ne peuvent pas coexister à l'équilibre. Donc on dit que Zn solide est instable dans l'eau. Même chose dans O2 gazeux, pour les mêmes raisons. Par contre, Zn2+, ZnOH2 solide, ZnOH4- sont stables dans l'eau et dans l'air, car leur domaine de stabilité se superpose à celui de H2O et de O2. Alors, pas complètement, c'est pas nécessaire que ce soit superposé en totalité, mais il y a des domaines communs, il y a donc des valeurs de potentiel et des valeurs de pH, des endroits, des couples de valeurs, des conditions expérimentales où on pourra les observer ensemble, coexistant à l'équilibre, en théorie éternellement, sans qu'il y ait réaction. Alors, quelques petites analyses supplémentaires. Donc, si je mets un morceau de zinc solide donc, dans l'eau, un morceau de métal, c'est une électrode de Zn solide dans l'eau, pour un pH inférieur à 6,9, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est quelque chose qu'on vous demande assez souvent. Donc, pH inférieur à 6,9, je suis dans ce domaine-là. H2O, vous avez vu, c'est entre les deux droites en pointillé. Qu'est-ce qui va se passer? Le Zn solide, c'est forcément le réducteur. Le H2O, c'est forcément l'oxydant, c'est ce qui va le corroder. Et le Zn solide, qu'est-ce qu'il va donner? Son oxydant conjugué, et dans ce domaine, c'est Zn2+. Alors que H2O, il va donner son réducteur conjugué, donc H2 gazeux. On écrit donc la réaction thermodynamique spontanée qui va se produire. Donc on écrit les couples. Donc avec une échelle de 0 en volts, on dit qu'on aura le couple Zn2+, Zn et H+, H2. H+, étant le solvant. H+, c'est bien l'oxydant le plus fort, c'est le solvant. Zn, le réducteur le plus fort. On a donc une réaction spontanée entre H+, et Zn. On le voit qualitativement sur le diagramme pour donner Zn2+, et H2. Donc vous écrivez les demi-équations redox. Bon là, je ne vais pas perdre trop de temps. Vous équilibrez, ça vous donne un exercice pour vous entraîner. Et vous avez donc la réaction d'oxydoréduction spontanée, donc du zinc solide dans l'eau pour un pH inférieur à 6,9. Donc il y aura des petites bulles d'hydrogène qui vont se former. Encore une fois, cette réaction, elle est favorisée d'un point de vue thermodynamique. Elle a une constante d'équilibre K0 qui est très grande. Je ne vais pas la calculer ici, mais qui serait très grande. Mais d'un point de vue cinétique, expérimentalement, cette réaction, en réalité, peut prendre du temps. Notamment quand la température est basse. Il y a des facteurs cinétiques, si vous voulez. Cette année, on ne fait que de la thermodynamique, que des prévisions thermodynamiques. Alors, on dit qu'il y a corrosion du zinc solide. Corrosion
d'un métal, c'est quand il se transforme en une espèce dissoute, c'est-à-dire qu'entre guillemets, il va pouvoir disparaître, se transformer en une espèce qui va se dissoudre dans le solvant. Donc on dit qu'il y a corrosion du zinc. Pour un pH compris entre 6,9 et 13,5, à ce moment-là, même chose, hein, Zn solide et H2O vont réagir puisque leurs domaines ne sont pas superposés. Zn solide, c'est toujours le réducteur. H2O sous la forme de H+, c'est toujours l'oxydant. Et là, par contre, le couple redox, il est un peu différent parce que pour un pH compris entre 6,9 et 13,5, le nombre d'oxydation plus 2 pour le zinc, c'est plus Zn2+, qui va être observé, mais le solide ZnOH2. Donc on va écrire les couples. Donc on a toujours Zn solide, le réducteur, et là, son oxydant conjugué, pour un pH compris entre 6,9 et 13,5, ce sera ZnOH2. Le solvant, H+, son réducteur, H2. Vous écrivez les demi-équations redox, et on a la réaction qui se produit. Alors là, on constate que le zinc solide, il va thermodynamiquement, alors cinétiquement c'est une autre histoire, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais thermodynamiquement, en théorie, se transformer en ZnOH2 solide. Alors là, on ne dit pas qu'il y a corrosion, on dit qu'il y a passivation du zinc. Alors pourquoi ? Parce que le zinc solide, en fait, il va donc se recouvrir en réagissant avec l'eau, H2O, ou d'ailleurs avec O2 gazeux de l'air, il va se recouvrir d'une pellicule de ZnOH2 solide, qu'on appelle un oxyde. Et ce ZnOH2 solide, dès qu'il s'en formera quelques micromètres, en pratique, allez, 10 micromètres, même un peu moins, ça va isoler le Zn solide de l'extérieur. C'est-à-dire que cette pellicule de ZnOH2 solide va l'isoler, va le protéger du milieu corrosif extérieur. Donc le Zn solide ne sera plus en contact avec H2O ou avec O2 gazeux, donc il ne pourra plus réagir. Donc on dit qu'il est passivé. Passivé, ça veut dire qu'un métal, il s'est recouvert d'une pellicule d'oxyde, il s'est recouvert d'un autre solide, qui va donc le protéger du milieu extérieur, du milieu corrosif. Alors c'est le cas des gouttières. C'est pour ça que les gouttières en zinc, ça peut avoir une durée de vie de plusieurs dizaines d'années, parce qu'en réalité, le zinc, il se passive, il se recouvre d'oxyde de zinc, ZnOH2 solide, qui effectivement protège le zinc du milieu extérieur. Alors attention, la passivation, elle n'est pas toujours efficace. C'est-à-dire que pour certains métaux, en particulier le fer, la rouille par exemple, c'est pas efficace du tout parce que c'est friable. La passivation, elle est efficace uniquement si l'oxyde est bien adhérent, bien imperméable, et c'est pas toujours le cas. Donc pour le zinc, Zn, c'est assez efficace. Donc là, on dit qu'il y a passivation. Donc ça veut dire que la réaction, elle va pas durer éternellement. Et pour un pH supérieur à 13,5, on va aller assez vite puisque en pratique c'est quand même très très rare. Là évidemment le Zn solide c'est toujours le réducteur, H2O donc sous la forme d'H+, c'est toujours l'oxydant, H2 gazeux toujours le réducteur bien sûr. Et là pour l'oxydant de Zn, on change, on passe à ZnOH4 de moins. Pour un pH supérieur à 13,5, il n'y a plus de solide. Et l'espèce prédominante c'est ZnOH4 de moins. Donc vous écrivez même chose, les demi-équations redox, la réaction qui se forme. Et là évidemment on dit qu'il y a corrosion, puisque le Zn solide se transforme en un ion qui va se dissoudre et on pourra donc faire disparaître le Zn solide. En théorie, thermodynamiquement. Après, cinétiquement, attention, c'est pas toujours évident. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le diagramme potentiel pH donc, du zinc. Alors c'est le premier et le seul diagramme potentiel pH que l'on va en cours, en gros, établir de toutes pièces. On verra un autre exemple en TD. Mais c'est toujours des diagrammes pas trop compliqués. Alors maintenant, on va pour terminer voir deux cas, le cas du fer et le cas du cuivre, c'est des cas importants pour nous dans la vie courante, pour lesquels effectivement on ne va pas vous demander de les tracer parce que ce serait trop long, il y a beaucoup trop de frontières. Donc là on va vous les donner et on va vous demander de les compléter, on va vous demander de les exploiter, de les analyser. Alors on passe au cas du fer. Alors pour le cas du fer, vous en avez un qui est tout joli, je pense, sur le document. Voilà, donc là, il vous est fourni. Donc vous voyez en gros l'allure. Alors souvent, ce qu'on va vous proposer, c'est un diagramme vide. C'est-à-dire qu'on va vous donner le potentiel en volts en fonction du pH. On va vous représenter tous les domaines qu'on va pouvoir observer. On va vous demander de remplir les trous. Donc vous dire dans chaque domaine, qu'est-ce qu'on va avoir. Donc ici, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 domaines. Donc 5 domaines, ça veut dire que l'espèce fer en solution aqueuse, a priori, on peut l'observer sous 5 formes différentes. Alors en effet, souvent les formes dans les exercices, dans le problème, on vous les donne. Donc évidemment, le fer solide, ça paraît logique. Fe2+, FeOH2 solide, Fe3+, FeOH3 solide. Alors je ne vous cache pas qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une dizaine d'espèces à base de fer. Mais là, on va travailler sur un diagramme simplifié, conforme à votre programme, qu'on pourra vous proposer au concours, par exemple.
Alors le premier réflexe, c'est de déterminer le nombre d'oxydation de l'élément chimique fer dans chaque espèce, donc 0 pour Fe solide, plus 2 pour Fe2+, plus 2 pour Fe. L'oxygène c'est -2, H c'est +1, sauf exception, c'est pas le cas ici. Fe3+, c'est +3, dans FeOH3, c'est +3. Donc là, en fait, on a 3 nombres d'oxydation différents. Ça veut dire qu'il y a 3 couches, il y a 3 strates dans le diagramme potentiel pH du fer. Alors en effet, il y a la couche qui est tout en bas, c'est le nombre d'oxydation 0. Il y a la couche intermédiaire ici, ça ce sera pour le +2, et tout en haut, vous avez la couche supérieure, ça c'est pour le +3. Donc ça veut dire que sur un prédiagramme, on aurait représenté 3 couches, 0, +2, +3. Et on va toujours, bien sûr, avec le nombre d'oxydation croissant vers le haut sur le diagramme potentiel. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a deux couples d'espèces qui vont avoir le même nombre d'oxydation, +2 et ici +3. Ça veut dire que Fe2+, et FeOH2 solide, ce n'est pas un couple redox, ce n'est pas un couple oxydant-réducteur, c'est un couple acide-base. Fe3+, et FeOH3, c'est pareil, c'est un couple acide-base, qui vont être séparés par des frontières verticales, des frontières pH. Donc on écrit la réaction d'acidité, donc Fe2+, dans l'eau qui donne FeOH2 plus 2H+, donc l'acide c'est bien Fe2+, la base conjuguée c'est bien FeOH2, c'est bien de l'acidité. On a donc sur la frontière verticale obligatoirement Fe2+ à gauche et FeOH2 solide à droite. Voilà. Même chose avec Fe3+ et FeOH3, réaction d'acidité. L'acide à gauche, la base à droite de la frontière verticale de pH. Ce qui nous permet d'affirmer que sur le prédiagramme, avec le nombre d'oxydation de l'élément chimique fer en ordonnée, il y a donc bien 3 couches, 0, +2, +3. Le fer solide, il sera tout seul tout en bas. A +2, on aura donc Fe2+, l'acide, et FeOH2, sa base, à droite de la frontière verticale. Et on voit qu'elle est bien à 7,45. Voilà, bon, un petit peu au-dessus de 7. Et l'autre frontière verticale qui était tout en haut, donc pour la strate avec le nombre d'oxydation +3, on est aux alentours de 2, je crois. Donc en effet, 2,33. Fe3+, et FeOH3. Voilà, ça y est, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5 domaines. Alors, on doit vous fournir la concentration de travail qui a été choisie. Donc on a choisi une concentration de travail de 10-2 mol par litre ici pour dresser ce diagramme potentiel pH. Ça veut dire que l'espèce fer dissoute au maximum, la concentration en espèce fer dissoute au maximum, ce sera 10-2 mol par litre. Donc ce sera soit Fe2+, quand il sera vraiment ultra majoritaire, soit Fe3+, quand il sera dans son domaine, là aussi ultra majoritaire. Donc on ne pourra pas dépasser 10-2 mol par litre comme concentration en espèce de fer dissoute. Donc pour la concentration des Fe3+, ou de Fe2+, selon le domaine, on aura 10-2 mol par litre pour la concentration de travail. Voilà. Donc évidemment, tout en haut, pour le nombre d'oxydation +3, la frontière verticale, à gauche l'acide Fe3+, à droite sa base. Pour la strate, la couche à +2, à gauche Fe2+, frontière verticale, à droite FeOH2 solide, et tout en bas Fe solide. Voilà, les valeurs de -0,5 volts, 0,77 volts, les valeurs des pH frontières, vous sont fournies, ou alors vous les calculez sous forme d'exercice. Alors nous, on va regarder un petit peu les pentes des frontières redox. Alors des frontières redox, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait il y a 5 couples redox à envisager, donc 5 frontières. Alors on ne va pas toutes les déterminer, puisque c'est exactement la même méthode qu'avec le zinc tout à l'heure, on va en voir quelques-unes. Donc entre FeOH3 solide et FeOH2 solide, donc +3, +2, c'est-à-dire cette frontière-là, vous voyez, qui est de pente négative, eh bien on va déterminer effectivement la valeur de cette pente. Donc on écrit la demi-équation redox avec l'oxydant, le réducteur, le nombre d'oxydation le plus bas, et comme d'habitude, on a besoin d'H2O, H+, les électrons, la relation de Nernst, donc la théorie, qui va vous donner donc l'équation de cette frontière, donc l'équation de la droite sur laquelle on peut observer toutes les espèces à l'équilibre, et on constate qu'on a une pente de -0,6 volts. Voilà. On ne va pas s'embêter avec le E0 de ce couple-là, on voulait juste avoir une idée de la pente. Donc -0,06 volts. On peut regarder aussi la pente de la frontière redox entre FeOH2 et Fe, donc celle-là, a priori elle est parallèle à l'autre, alors on va pouvoir essayer de le vérifier, vous voyez cette frontière-là. Même chose, l'oxydant, le réducteur, donc au-dessus de la frontière l'oxydant, en dessous le réducteur, le nombre d'oxydation le plus grand au-dessus, le nombre d'oxydation le plus bas en dessous, on écrit la demi-équation redox, on écrit la relation de Nernst, et là on a besoin, pour trouver la pente, de remplacer la concentration des Fe2+. Alors on se place sur la frontière, on dit que c'est une frontière d'existence, puisqu'il y a un solide.
Donc sur la frontière d'existence du solide, on considère que l'ion, le Fe2+, il a toute la concentration de travail, puisqu'on commence tout juste à former le solide. Ce qui nous permet effectivement d'avoir donc une constante, le 0, une autre constante que c'est travail c'est fixé, et effectivement juste le terme avec le pH, et donc la pente. Donc moins 0,18 volts, mais je crois que j'ai sauté une étape, voilà, pardon, j'ai sauté une ligne. Voilà, donc concentration entre FeOH2 et Fe, excusez-moi, donc là il n'y a pas besoin de convention puisqu'il n'y a pas d'ion, on a directement le pH, moins 0,06 volts, voilà. Donc cette frontière elle est bien parallèle à celle du dessus, c'est bien ce qu'on avait envisagé, et on s'intéressait ensuite à la frontière entre FeOH3 et Fe2+. Donc voilà, c'était celle-là. Et sur cette frontière-là, qui a l'air très pentue, là, on a effectivement, en écrivant la demi-équation redox et la relation Nernst, on a eu le dilemme de la concentration des Fe2+. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, on se place avec la convention de frontière d'existence du solide, qui est sur cette frontière, et on dit qu'on prend la concentration de travail pour l'ion. Voilà, puisque sur cette frontière d'existence, on considère que le solide vient tout juste d'apparaître. Et on a donc la pente, moins 0,18 volts. Donc effectivement, c'est une pente qui est 3 fois plus grande que celle-ci en valeur absolue, et c'est bien ce qu'on voit sur le diagramme. Pour les frontières horizontales, donc pour Fe3+, et Fe2+, vous vérifierez avec la demi-équation redox, je l'ai écrit au-dessus, hein. Là c'est très simple. Là on a la concentration des Fe3+, sur la concentration des Fe2+. Alors là attention, c'est une frontière où il y a deux ions. Alors je vous rappelle qu'une frontière où il y a deux ions, hein, depuis le début du semestre, c'est une frontière de prédominance entre deux espèces dissoutes. Donc c'est facile, hein, la convention de frontière c'est 50-50, pas de jaloux. Donc les deux concentrations identiques égale assez travail sur 2. Donc sur la frontière, on a donc 50% des Fe3+, 50% des Fe2+. Log de 1, ça fait 0, et c'est comme ça que vous définissez donc la frontière horizontale, puisque ça ne dépend pas du pH, à 0,77 volts. Donc c'est effectivement celle-ci, entre Fe3+, et Fe2+. Frontière de prédominance entre deux espèces dissoutes. Entre Fe2+, et Fe, demi-équation redox, relation de Nernst, frontière d'existence puisqu'il y a un solide, concentration de travail pour la concentration de l'ion, et la même chose, vous trouvez une frontière horizontale qui ne dépend pas du pH à moins 0,5 volts. C'est la frontière qui est ici à moins 0,5 volts. Je pense qu'on a tout fait. On n'a plus qu'à analyser le comportement du fer en solution aqueuse, donc dans le solvant eau. On superpose donc le diagramme potentiel pH de l'eau. On constate que les deux frontières étaient à moins 0,06 volts de pente, donc comme les deux frontières pour O2H2O et H2OH2, donc on superpose. On assure le domaine de l'eau, et il n'y a plus qu'à analyser. Alors, j'espère que vous le savez depuis longtemps, mais le fer solide, évidemment, il n'est pas stable dans l'eau. Quand vous mettez un morceau de fer dans l'eau, ou d'ailleurs dans l'air, hein, parce que O2 gazeux, c'est pareil, c'est très loin de Fe solide, Fe solide et H2O sont séparés, Fe solide et O2 gazeux sont séparés, donc thermodynamiquement, le fer ne sera jamais stable dans l'eau, jamais stable dans l'air. Cinétiquement, évidemment, heureusement, un morceau de fer, il pourra quand même rester plusieurs années dans l'eau ou à l'air libre, mais il va forcément se dégrader au fur et à mesure que le temps passe. Alors pour déterminer les réactions qui se produisent quand on met du fer dans l'eau, on voit évidemment que ça va dépendre du pH. Hein. Alors quelles sont les espèces qui sont stables dans l'eau à base de fer? Toutes les autres, pardon. Donc à part le fer solide, on voit que Fe2+, il a un domaine, une partie de son domaine qui superpose à l'eau, Fe3+, aussi, FeOH3 aussi, et FeOH2 aussi. Voilà, donc ça veut dire que toutes les autres espèces auront toujours un domaine où elles pourront coexister, être à l'équilibre avec H2O. Voilà, toutes les autres espèces sont stables dans l'eau. Donc pour un pH inférieur à 7,45, eh bien si vous mettez du fer dans l'eau, il va donc se transformer en Fe2+. Voilà, il va rester stable sous la forme Fe2+. Donc, comme pour le zinc, vous écrivez les couples redox, donc l'eau sous forme H+, son réducteur H2, c'est l'oxydant, qui va corroder le fer, le réducteur, qui va se transformer en Fe2+. Donc demi-équation redox, la réaction, corrosion du fer, puisqu'il se transforme en Fe2+. Pour un pH supérieur à 7,45, là le fer il va se transformer en FeOH 2 fois, qui a un domaine commun avec l'eau, donc qui lui pourra rester stable. Donc couple H plus H2, FeOH2 Fe, la réaction. Et là le fer il se transforme en FeOH2. Donc de la même façon que pour le zinc, ça veut dire que le fer il va se recouvrir d'une pellicule de FeOH2 solide. C'est ce qu'on appelle la rouille. Alors le problème évidemment, ça s'appelle la passivation du fer, mais là par contre c'est très peu efficace.
Donc la rouille, quand il pleut, quand il y a du vent, quand il y a des chocs, ça tient pas bien, c'est pas bien adhérent, c'est pas bien imperméable. Donc la rouille, c'est vraiment pas très efficace et à force, on peut faire des trous entiers dans une carlingue en fer ou en acier. Donc la passivation n'est pas très efficace pour le faire. Alors j'en profite pour présenter un phénomène dont on a déjà parlé, c'est le phénomène de médiamutation. Alors en effet, quand vous mettez donc des ions Fe3+ et du fer en solution aqueuse, les deux, bah là par contre on voit que le fer solide et le Fe3+, ils n'ont pas de frontière commune. Entre Fe2+ et Fe solide, il y a une frontière d'équilibre, donc c'est-à-dire que les deux espèces Fe2+ et Fe solide pourront coexister à l'équilibre sur ce domaine-là, sur cette frontière. Par contre, entre Fe solide et Fe3+, c'est impossible. Donc Fe3+ et Fe solide vont spontanément réagir ensemble. Donc ce sont des espèces avec le même élément chimique qui ne pourront jamais coexister à l'équilibre, qui vont donc réagir. On appelle ça une médiamutation. Donc c'est pour les pH inférieurs à 2,33. Donc Fe3+, c'est l'oxydant, Fe c'est le réducteur, et Fe2+, c'est l'espèce amphotère qui sera à la fois l'oxydant et le réducteur dans deux autres couples. Et là, vous avez la réaction de médiamutation, c'est-à-dire que les ions Fe3+ et Fe solide vont réagir spontanément pour donner les ions Fe2+, c'est la médiamutation. Alors cette médiamutation, on peut l'observer bien sûr pour un pH compris entre 2,33 et 7,45, entre FeOH3 solide et le fer solide. Même chose, FeOH3 solide et Fe solide ont des domaines qui sont séparés, où il n'y a pas de frontière commune, donc on ne pourra jamais les observer thermodynamiquement ensemble à l'équilibre. Et on peut donc écrire la réaction de médiamutation correspondante. Donc on écrit les couples, et là encore une fois c'est Fe2+ qui joue le rôle d'amphotère. Et enfin pour terminer, si le pH est supérieur à 7,45, on a toujours FeOH3 solide et Fe solide qui ne peuvent pas coexister ensemble à l'équilibre, parce qu'il n'y a même pas une frontière commune entre les deux. Et par contre, c'est FeOH2 solide qui aura le rôle de l'espèce amphotère. Donc là, vous écrivez les couples, la réaction, et FeOH3 et Fe donneront donc du FeOH2 solide. Donc ça, c'est l'espèce amphotère qui est à la fois l'oxydant et le réducteur dans deux couples. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'élément chimique fer en solution aqueuse. Et enfin, on va terminer avec le cuivre. Alors on va un peu moins détailler le cuivre, mais c'est toujours le même principe. On verra des exemples en TD aussi, d'autres espèces. Alors, le diagramme potentiel pH du cuivre, donc là on voit qu'il commence déjà à être un petit peu plus compliqué. On observe ici une frontière redox positive, donc ça arrive, c'est pas interdit. Il y a une seule frontière verticale qu'on observe ici. Alors, on prend une concentration de travail de 10-2 mol par litre. Pour le tracé que je vous ai fourni avec les valeurs là, qui sont précisées, c'est avec une concentration de travail en cuivre précise. Donc, encore une fois, une concentration maximale en espèces cuivre dissoutes. Les espèces à base de l'élément chimique cuivre en solution aqueuse, c'est Cu2+, CuOH2 solide, donc nombre d'oxydation plus 2 pour le cuivre. Cu2O, nombre d'oxydation plus 1. Et évidemment, le métal cuivre solide qu'on connaît bien, le nombre d'oxydation égal à 0. Alors, comme on peut le constater, il y a une seule frontière verticale, puisqu'il y a un seul couple acide-base, donc il n'y a que deux espèces, un seul couple avec le même nombre d'oxydation, c'est Cu2+, CuOH2 solide à plus 2. On écrit la réaction d'acidité, c'est bien Cu2+, qui joue le rôle d'acide, CuOH2 qui joue le rôle de base. Tout ça pour dire que sur le diagramme potentiel pH, la seule frontière verticale que l'on observe sépare bien l'acide Cu2+, avec sa base CuOH2 solide. On est bien sur le nombre d'oxydation plus 2, le plus élevé. Tout en bas, on a le nombre d'oxydation 0, c'est le cuivre solide. Et le dernier domaine qui reste, donc la strate intermédiaire, c'est pour le nombre d'oxydation plus 1, donc c'est bien Cu2O. On a donc un domaine de prédominance pour Cu2+, un domaine d'existence pour CuH2 solide, un domaine d'existence pour Cu2O solide, un domaine d'existence pour Cu solide. Donc en fait, en solution aqueuse, il y a une seule espèce cuivre qui va être dissoute, c'est Cu2+. Alors je ne vais pas trop détailler, mais en vous donnant le KS de CuOH2, on peut effectivement retrouver la valeur du pH de la frontière verticale. Donc là, je ne vous détaille pas, vous lirez, c'est sous la forme d'un exercice, d'un exemple. Ça permet de justifier pourquoi, avec la concentration de travail qui a été choisie, de 10-2 mol par litre pour Cu, on a un pH à 5,15. Donc c'est effectivement le pH de cette frontière verticale. Donc c'est la frontière d'existence de CuH2 solide avec Cu2+. Sinon, pour les différents couples redox, donc Cu2+, Cu, on a une frontière horizontale.
Donc demi-équation redox, relation de Nernst, concentration en Cu2+, on prend la concentration de travail puisque c'est une frontière d'existence du solide Cu. Et vous avez donc la frontière horizontale qui ne dépend pas du pH, en effet, à 0,28 volts, donc c'est cohérent, c'est celle-ci. La frontière entre Cu2+, Cu2O, alors en effet, Cu2+, nombre d'oxydation plus 2, l'oxydant, Cu2O, le réducteur, nombre d'oxydation plus 1. Et vous avez la fameuse frontière redox qui est à pente positive. Donc ça, on va regarder pourquoi. Donc Cu2+, Cu2O sont le réducteur, les électrons sont du côté de l'oxydant, on équilibre avec H2O, H+, et on obtient effectivement, donc, avec la relation Nernst, cette expression. On prend la concentration de travail pour Cu2+, puisque c'est une frontière d'existence pour le solide Cu2O, et on obtient bien effectivement une frontière qui dépend du pH avec une pente positive, plus 0,06 pH. Je vous rappelle que le pH, c'est moins log de H+. Donc là, on a une pente positive à plus 0,06 volts. Alors c'est cohérent, c'est pour ça ici, on a une pente positive. De la même façon, les deux dernières frontières, entre CuH2 et Cu2O, couple redox, demi-équation redox, relation de Nernst. Donc là, il n'y a pas besoin de convention de frontière puisque on a directement H+, on fait apparaître le pH, on a une pente de moins 0,06 volts. Donc c'est celle-ci. On voit bien qu'elle est parallèle à celle de l'eau, qu'on a remis en pointillé. Et enfin la dernière, entre Cu2O et Cu, pareil, entre deux solides. Demi-équation redox, relation Nernst, pas besoin de concentration de travail ici, on a directement la pente, moins 0,06 volts. Et voilà. Il n'y a plus qu'à analyser. Donc on superpose avec le diagramme de l'eau, que vous retrouvez ici. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est facile. Toutes les espèces à base de cuivre ont une partie de leur domaine commun avec l'eau. Donc toutes les espèces sont stables dans l'eau. Donc là c'est facile. Cu solide, Cu2 solide, Cu2+, pardon, le 2 je l'ai mis en indice et en exposant évidemment. CuH2 solide, tout ça c'est stable dans l'eau thermodynamiquement. Alors heureusement, puisque le cuivre est énormément utilisé pour tout ce qui est canalisation d'eau potable, donc le cuivre dans l'eau, il est stable, il ne se dégrade pas thermodynamiquement. Hein. Alors par contre, on va quand même faire un petit commentaire, le cuivre solide, il n'est pas stable dans l'air, puisque le domaine de O2 gazeux, il est tout là-haut, et évidemment, il n'est pas commun avec le domaine de Cu solide. Donc quand vous mettez du cuivre solide à l'air libre, il va avoir tendance bien sûr à se dégrader, à s'oxyder, puisque le O2 gazeux sera un oxydant qui va donc corroder, qui va dégrader le cuivre solide qui est un réducteur. Alors c'est pour ça que les fils métalliques en cuivre, on met du plastique, on met une gaine de plastique autour, donc pour les isoler, alors déjà pour des raisons de sécurité, mais pour aussi l'isoler de l'air ambiant qui risque de l'abîmer. Les casseroles en cuivre, les marmites en cuivre, très utilisées dans la cuisine haut de gamme, effectivement, il faut sans arrêt les gratter, les nettoyer, puisqu'il y a toujours une couche d'oxyde qui se forme. Pour ceux qui connaissent, la cathédrale de Chartres, elle a un toit avec des tuiles en cuivre. Alors elle est toute verte, c'est pas du tout la couleur cuivre d'origine, parce que le cuivre il s'est oxydé. On appelle ça le verre de gris d'ailleurs, ce qui se forme aussi sur les casseroles en cuivre. Alors il est toxique le verre de gris, donc c'est pour ça qu'il faut le frotter, le retirer sur les ustensiles en cuivre utilisés en cuisine. Alors en effet, pour un pH supérieur à 5,15, donc quand on se passe dans ce domaine-là, quand vous mettez donc du cuivre solide en contact avec du O2 gazeux, donc le cuivre c'est le réducteur, le O2 gazeux c'est l'oxydant, vous avez le couple redox qui va intervenir au O2H2O, donc là cette fois l'eau sera le réducteur, et puis le cuivre solide, son oxydant, ce sera CuOH2 solide. Et CuOH2 solide, comme vous pouvez le voir, lui il est stable dans l'air, puisqu'il a un domaine commun avec O2 gazeux. Ça veut dire qu'on va sauter Cu2O. Parce que Cu solide, bien sûr, de manière intermédiaire, va former Cu2O, mais après, Cu2O, il n'est pas stable dans O2, donc lui-même, il se transforme en CuOH2 avec O2. Donc on écrit directement que le cuivre va se transformer en CuOH2. Les demi-équations redox, la réaction, bien sûr, d'oxydoréduction, et CuOH2, c'est le fameux verre de gris. Alors c'est pareil, vous avez dû remarquer que les statues en bronze dans les jardins publics, donc celles qui sont à l'air libre, elles sont toutes vertes, il y a des traces vertes, c'est parce que dans le bronze, il y a du cuivre. Il y a du cuivre et de l'étain. Le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain, et c'est le cuivre, effectivement, du bronze qui, en contact avec l'air, réagit pour former le verre de gris. Donc cet oxyde de cuivre qu'il ne faut pas mettre à la bouche, puisque c'est toxique.
les casseroles, les toits comme la cathédrale de Chartres, les gouttières en cuivre. Les gens très riches, ils ont des gouttières en cuivre, hein, c'est joli, mais ça a tendance, bien sûr, à s'oxyder, non pas avec l'eau, mais avec le dioxygène. Donc voilà pour un exemple. Et puis sinon, pour finir, j'ai mis voilà, des médias mutations. Alors en effet, on voit bien que Cu2+, ne pourra pas coexister avec Cu solide. Alors évidemment, pour un pH inférieur à 3, oui, il existe une frontière d'équilibre entre Cu2+, et Cu solide. Donc sur cette droite-là, on pourra voir à l'équilibre coexister Cu2+, et Cu solide. Mais quand le pH devient supérieur à 3, tac, c'est fini. Cu2+, et Cu solide n'ont plus de frontières communes et vont pouvoir réagir spontanément et faire intervenir donc l'espèce Cu2O solide, qui est stable dans l'eau, hein, donc il pourra rester. Donc on a Cu2+, Cu2O, Cu2O, Cu, demi-équation redox, réaction, et on appelle ça la médiamutation entre Cu2+, et Cu pour donner Cu2O. Alors évidemment, si on prend un pH pour terminer supérieur à 5,15, à ce moment-là, Cu2+, bon, n'est plus prédominant, c'est le solide CuH2 qui pourra réagir spontanément avec le Cu solide. Donc si vous mettez ces deux solides en contact en solution aqueuse, eh ben, ils donneront l'espèce qui est intermédiaire. Donc là aussi, on observera une médiamutation. CuH2, Cu2O, Cu2O, Cu, demi-équation redox, réaction. Donc CuH2 et Cu solide vont se transformer en Cu2O solide. C'est une médiamutation. Cu2O, c'est l'espèce amphotère. Et tout à l'heure, Cu2O, c'était aussi l'espèce amphotère. Voilà, encore une fois, ces réactions de médiamutation, c'est de la théorie, c'est de la thermodynamique. Après, en réalité, expérimentalement, en pratique, ça ne va pas forcément se faire très vite, hein. On pourra avoir des problèmes de cinétique. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse cette année. Voilà, donc ce sera tout pour cette dernière partie du cours sur l'oxydoréduction et donc sur ce phénomène de diagramme potentiel pH, hein, sur ce diagramme important qu'on retrouvera beaucoup l'année prochaine en électrochimie. On fera évidemment une séance de TD où on va retravailler sur ces diagrammes. Vous allez pouvoir poser vos questions si vous n'avez pas tout compris effectivement dans le détail. Mais j'espère à travers cette vidéo que vous avez retenu l'essentiel concernant la construction de ces diagrammes, l'exploitation de ces diagrammes, le rôle, comment on va pouvoir les exploiter, les utiliser en pratique en les superposant, vous avez compris, avec celui de l'eau. Puisque pour vous, en PSI, c'est uniquement le solvant aqueux, on ne s'intéresse pas à d'autres solvants. Voilà, donc ce sera tout pour ce cours. À la prochaine.